Salut tout le monde, je m'appelle Sarah. Hello tout le monde, je m'appelle Kotou. Et en ce jour béni, vous avez choisi d'écouter Preach. Preach, c'est un podcast politique et culturel dans lequel on donne notre avis sur tout, même si personne ne nous a demandé notre avis. Mais certaines personnes, en fait, si. Mais en fait, non aussi. Non plus. Mais oui aussi, tu Mais vois. voilà. Ok. Notre idée, c'est d'aborder différents types de privilèges pour que chacun et chacune prenne conscience des siens et qu'on participe tous ensemble à favoriser une réelle égalité entre nous. Parce que oui, notre vœu le plus cher, c'est la paix sur Terre. Si grand cœur, c'est magnifique. Ouais. Alors, c'est notre 3e épisode et on voulait encore une fois vous remercier pour la force que vous nous envoyez et surtout pour les très très jolies réponses qu'on a reçues pour notre 2e épisode. Ouais. Qui était sur la transmission des langues et qui est dispo sur notre chaîne YouTube, sur notre SoundCloud, sur Spotify. On est même sur Radio Public, les gars. D'accord. Et très prochainement sur CNN. Donc oui, Oh là là. je vais faire cette vanne à chaque fois, meuf, à chaque épisode, jusqu'à la fin. Jusqu'à ce qu'on soit sur CNN. Voilà. En fait. Écoutez CNN, ne nous oubliez pas. Donc encore une fois, merci beaucoup la famille. Ouais, N'hésitez pas non plus à nous suivre sur notre Insta, Podcast Preach. On parle trop comme de vraies influenceuses maintenant. Je suis fière de podcast Preach. Podcast Preach. Et d'ailleurs, vous avez été trop sympa parce qu'on était à 69 abonnés, on est à 70. Big up, merci. Ouais. Mais en fait, on est passé à 70, maintenant on est à 79. Yes. Donc encore une fois, abusez pas, lâchez les likes. N'abusez jamais, n'arrêtez jamais. Voilà, partagez, suivez quoi. Bon, maintenant rentrons dans le vif des sujets. Kotou, peux-tu nous présenter le sommaire ? Mais absolument, tout à fait, chers collègues, chers camarades. Nous avons encore une fois un programme chargé. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser, chère Sarah, au mouvement woke. Donc, to be or not to be woke. Yeah. Que nous allons explorer à travers une recommandation ciné cultissime. Je suis trop contente que tu parles de ce film. Et le sujet brûlant de la cancel culture. Alors, si pour certains les mots woke, cancel culture, etc. sont barbares, ne vous inquiétez pas, ne fuyez pas, d'accord, nous allons tout vous expliquer. Mais comme d'habitude, nous commençons tout d'abord avec les coups de cœur, coups de gueule, c'est parti. Effectivement, comment passer à côté de ce qui a animé la semaine du monde entier ? Impossible. Voilà, les élections américaines. Donc on va être très très bref. Déjà, on est super content que Trump ait perdu ses élections. C'était une libération après 4 ans de honte absolue. Donc voilà, la victoire de Joe Biden, c'est une très très bonne nouvelle. Mais ce qui est une encore meilleure nouvelle, c'est Kamala Harris en vice-president. Ça fait plaisir. Ça fait très plaisir. C'est la première fois qu'il y a une femme à ce poste, une afro-américaine et une afro-indienne. Donc c'est beaucoup de premières fois réunies en une même personne. Absolument. Une bouffée d'air frais et un espoir pour toutes les minorités et pour l'égalité. Donc voilà, on compte sur elle pour faire la différence. S'il te plaît, ne nous abandonne pas, Kamala. Ne nous lâche pas. Donc ouais, on a un peu l'impression que le cauchemar est terminé. C'est pour ça qu'on a vu un peu des scènes de liesse, tu sais, dans les grandes villes démocrates et tout. Tu voyais les gens, on dirait qu'ils ont été libérés. Ah ouais, non, c'était sincère comme émotion. Fou, quoi, tu vois. Ouais. Donc tout le monde sait que Biden n'est pas le choix préféré de tous les démocrates. Et ça, Kamala Harris non plus d'ailleurs. C'est clair. Ah, pas du tout, tu vois. Non. Mais je pense que c'est l'idée que peut-être la décence, que le retour qu'il y aura un retour de la décence à la Maison Blanche, c'est ça qui fait peut-être plaisir aux gens, tu vois. Ouais, mais bon, voilà. En tout cas, big up à cette défaite. Principalement à cette défaite de Trump et on verra ce que ça donne. Voilà. Exactement. Bon, et donc maintenant, Kotou, dis-nous sur quoi ou sur qui tu vas crier aujourd'hui. Quel est ton coup de gueule ? Alors moi, mon coup de gueule, je vais l'adresser au groupe Hôtel Accor, surtout par rapport à leur comportement. Le groupe Accor, ils détiennent aussi le groupe d'hôtel Ibis. Donc je ne sais pas si tu es au courant de cette histoire, mais depuis presque 14 mois, les femmes de chambre de l'hôtel Ibis Batignolles sont en grève. Wow. 14 mois, meuf. Donc ça fait 1 an et 2 mois depuis l'été dernier, depuis juillet 2019. Elles demandent au groupe l'arrêt de la sous-traitance de leurs prestations pour que les cadences infernales de travail ne leur soient plus imposées et pour une revalorisation salariale. Elles sont souvent payées en dessous du SMIC et doivent par exemple nettoyer 3 chambres d'hôtel en 1 heure, c'est infaisable en fait. C'est limite infaisable. Elles souffrent beaucoup de maladies chroniques liées à la pénibilité de leur travail, mais le groupe se foutait complètement de leurs revendications. D'ailleurs, ils s'en foutent toujours. Pour l'instant, ils n'ont pas donné suite à leurs revendications après un espèce de début de négociation annulé en mars dernier à cause de la crise sanitaire, à cause du corona. Aujourd'hui, elles lâchent R, d'accord ? On est en novembre 2020, elles ne sont toujours pas lâchées. Ouais. Ce sont des femmes noires immigrées souvent hyper invisibles et le fait qu'elles se fassent entendre, le fait qu'elles se montrent me rend super fière meuf. Tu vois, donc gros big up à ces femmes extraordinaires et j'espère que ce groupe aura la décence d'accéder aux revendications absolument légitimes de ses salariés. Donc voilà. Quel courage. Voilà, gros big up à elles. Donc pour apaiser nos cœurs, pour apaiser nos esprits, ouais.
Notre copine Sarah va nous parler dans sa recommandation de la semaine qui devient vraiment un rendez-vous incontournable. Incontournable. Je tiens à le dire. Très attendu par la communauté Preach. France Inter, voilà, n'oubliez pas. Hein. Tout ça. What's up? Hello. Du film cultissime. Elle va nous parler du film cultissime She's Gotta Have It de Spike Lee. Donc c'est parti. Alors oui, She's Gotta Have It, c'est le premier long métrage de Spike Lee. Spike Lee, c'est un réalisateur américain. Donc il réalise ce film en 1986, il est en noir et blanc, pellicule. Et d'ailleurs, il gagnera avec cette œuvre le prix de la jeunesse au Festival de Cannes la même année, c'est-à-dire 86. Donc ce film appartient à un mouvement qu'on appelle cinéma guérilla. C'était des films à petit budget, avec des petites équipes, très peu de matériel. On tournait sur une très courte période. Donc d'ailleurs, on n'avait pas souvent les autorisations, les accessoires, c'était ceux qui étaient à disposition dans les lieux. Donc c'est exactement la vibe du film She's Gotta Have It. Et en fait, c'est un mouvement qui a beaucoup plu à pas mal de cinéastes indépendants pour s'ériger contre les majors. Et on pourrait tout à fait le rattacher à la nouvelle vague en France, qui d'ailleurs appartient en fait au cinéma. Les majors qui sont les majors Universal, Warner Bros, enfin les grands studios américains, pardon. Et donc effectivement, la nouvelle vague, qui est plutôt dans les années 50-60 en France, se rattache aussi à ce mouvement. Et donc She's Gonna Have It a été tournée en 12 jours seulement, pendant l'été 85 à Brooklyn. Ça c'est fou. Et je pense que c'est pour ça aussi que la critique européenne a beaucoup encensé les premiers films de Spike Lee, She's Gotta Have It, Do the Right Thing, tout ça, parce que ça se réfère beaucoup à ce mouvement un peu glorieux de la France, là, de la nouvelle vague et tout. Mais ok, super. Et tu peux nous faire un petit résumé du film? Bien sûr. Merci. Alors, She's Gotta Have It, c'est un film autour de Nola Darling. Nola Darling, c'est une jeune et très jolie femme noire qui vit à Brooklyn. Pseudo quand même. Nola Darling, quoi. C'est trop stylé. Tout le monde rêverait de s'appeler comme ça. Je te jure. Donc, à Brooklyn, c'est à New York. Merci. Et Nola Darling a 3 amants, Mars, Greer et Jamie. Tous les 3 sont au courant de la situation, qu'ils ne sont pas les seuls, et pourtant tous les 3 prétendent être l'élu de Nola Darling. En plus de ça, il y a aussi Opal, qui est la voisine lesbienne, dont les charmes ne laissent pas tout à fait Nola indifférente, et qui lui tourne autour. Jusqu'au jour où Nola, qui en a un peu marre que les gens se battent autour d'elle en prétendant être the only one, organise un grand repas chez elle où elle convie tous ses amants. Bon, je sais pas si c'est la meilleure idée, mais en tout cas, les 3 sont non, c'est pas la meilleure idée, tout court. Il y a pas à faire un point sur la situation. Et Nola va être traitée de nymphomane par son entourage, par des médecins, mais elle s'en fiche. Elle remet tout à fait en question le concept d'exclusivité et mène sa vie comme elle l'entend. Et ça, c'est génial. Il n'y a que du drama en perspective, c'est tout ce qu'on aime. C'est pour ça que tu adores ce film. Exactement. Du drama de partout. Mais du bon drama, du drama nuancé. Réfléchi, du drama réfléchi. Et dis-nous pourquoi tu as pensé à ce film par rapport à notre sujet d'aujourd'hui, qui est le mouvement woke, qu'on va mieux définir après, mais qui en gros est une forme de conscience d'être noir. Ouais, alors une conscience d'être noir, en fait c'est un film très très engagé et très important, que d'ailleurs je trouve sous-évalué, quoi. Enfin, on n'en parle pas assez de ce film. Absolument. Pourquoi? Alors moi il m'a inspiré, c'est tout d'abord le personnage de Nola, Nola qui est consciente de sa condition de femme et de ce que cette condition lui ordonne, et pourtant elle s'en fiche. Elle s'émancipe des conventions de normes et de couple, c'est-à-dire l'hétérosexualité, la binarité. C'est un film qui traite du polyamour, ce qui est très 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 rare, encore plus rare chez les représentations noires. Absolument. Et Nola, elle incarne ce truc, quoi. C'est l'émancipation aussi de la pudeur féminine attendue, puisqu'elle a une sexualité ouverte, elle en parle autour d'elle, elle l'assume, et elle en parle à ses partenaires. Et en fait, elle prend tout à contresens des comportements machistes. C'est-à-dire, un homme qui côtoie plusieurs femmes, on va dire bravo mec, t'as un gros queutard. Champion. Exactement. Une femme qui côtoie plusieurs hommes, on la traite de salope, tout simplement. Non, littéralement. Donc en fait, là, c'est vraiment la revanche jouissive de la salope. C'est tout ce qu'on aime. C'est tout un programme. Yes. Et c'est une femme qui sait ce qu'elle veut et qui l'aura. Donc voilà, le personnage de Nola, je l'adore. 1986 quand même. C'est hyper moderne. Et ce qui est fou, encore plus fou que Nola, c'est le réalisateur Spike Lee, donc qui nous a fait ça en 1986. C'est le premier film, le premier long métrage qu'il réalise, et c'est un film politique et féministe, donc déjà très surprenant dans cet environnement cinématographique. Donc un engagement très fort de la part d'un homme dans les années 80. Spike Lee, pour ceux qui le connaissent pas, c'est un cinéaste noir qui est très très penché sur le militantisme noir. Les minorités, les enjeux identitaires, les questions raciales sont toujours au centre de ces films. Il y a toujours des questions sociales abordées. Et en plus de ça, j'adore parce qu'il y a une précision à filmer le New York non glamour, celui qu'on voit d'habitude pas trop dans les films. Là, on voit les ghettos, il y a la street, la rue,
les gens, quoi. Un truc réel, c'est presque documentaire. Et d'ailleurs, je vous invite aussi à regarder Do the Right Thing, qu'il a réalisé juste après, on en vous invite même pas, on vous oblige. Ouais, faut ouais, le voir. c'est clair. Ah oui. Donc en fait, Spike Lee, il a quand même... Il a fait aussi des films encore très récemment, on aime ou on n'aime pas, mais dans tous les cas, il crée un vrai débat et c'est ce qui est intéressant avec ses œuvres. Absolument. Et enfin, alors, l'apothéose, c'est que ce film, il s'inscrit tout à fait dans un mouvement qu'on appellera la troisième vague féministe, qui succède à la deuxième vague féministe, attention. C'est l'idée. Donc la deuxième vague féministe, c'était plutôt dans les années 70 et c'était un gros focus contre le patriarcat, alors que la troisième vague, elle débute plutôt dans les années 80 jusqu'à mi-90. Ça a été un mouvement qui a été théorisé par Rebecca Walter, elle a posé le mot en 92, un peu rétrospectivement. Et ça, pour le coup, cette troisième vague, elle s'articule beaucoup autour de l'intersectionnalité. Donc, on va inclure enfin les minorités ethniques dans les enjeux féministes. On va inclure les lesbiennes, les prostituées, les transgenres, les personnes en situation de handicap et plein d'autres catégories que j'ai même pas le temps de citer tellement il y en a. Donc voilà, c'est un croisement des féministes et c'est vraiment un essor de l'afroféministe. Du féminisme hispanique aussi aux États-Unis. Oui. Évidemment, tout ça part des États-Unis, nous ça arrivait comme d'habitude un peu plus tard en France et en Europe. Beaucoup plus tard. Voilà. Et je vous invite par exemple à plein de lectures. En 81, il y a Ne suis-je pas une femme de Bell Hooks. Voilà, Bell Hooks, on l'adore. La même année, il y a The Bridge Called My Back, Writings by Radical Women of Colors. Désolée, ça n'a pas été traduit en français. De Gloria Anzaldúa, qui était une autrice mexico-américaine et lesbienne. Voilà, en 83, il y a Femmes, race et classe d'Angela Davis. Bon, ça, c'est 89, c'est le terme intersectionnalité de Kimberly Crenshaw qui est enfin créé. Et donc intersectionnalité, comme je vous le dis, qui exprime cette pensée de féminisme qui inclut plein d'autres mouvements et dynamiques dedans. Et en parallèle, il y a aussi les féministes blanches qui interrogent aussi le genre, ce qui n'était pas tellement le cas avant, avec notamment en 90, Judith Butler, Trouble dans le genre, ou Monica Wittig en 92, La pensée straight. Donc voilà, et entre tout ça, en 86, on a She's Gotta Have It de Spike Lee. Le film est disponible sur Netflix, je vous invite vraiment à le regarder si vous ne l'avez pas encore vu, et il y a aussi une série qui a été adaptée, mais qui a l'air complètement nulle. Elle est nulle. Hein elle est nulle, on adore Spike Lee, mais là c'était un raté pas possible. C'est un avis, hein, c'est pas. Voilà. Il n'y a pas du tout, à mon avis, la magie du film dedans. Et bizarrement, la Nola de la série, elle est un peu antipathique. Enfin, tu vois, alors que celle du film, on l'adore, tu vois. Ouais. Mais bon, voilà, on ressent pas trop ça avec la série. Enfin bon, allez regarder la série quand même. Mais après le film. Merci en tout cas pour cette recommandation. C'était des angles super intéressants. Et merci pour cette mise en perspective, chers collègues. Voilà, ça me donne envie de le revoir totalement. Donc maintenant, toujours dans la douceur, dans le naturel, dans le croquant, nous allons... Vous avez vu cette transition, hein? Naturel. Nous dirigeons vers le thème de notre épisode, le mouvement woke. C'est parti. Yes. Moi, je pense qu'il était presque inévitable qu'on aborde la question de la wokeness ou de ce que c'est être woke en 2020. Primero, parce que c'est un mot qui a fait une entrée fracassante dans le débat public en France récemment, notamment après l'émergence du mouvement Black Lives Matter et surtout après la mort de George Floyd cet été. Il n'a pas forcément fait irruption dans le débat sous le terme woke, mais c'est surtout dans l'idée de déconstruire des systèmes, tu vois. C'est-à-dire la démarche de penser en termes systémiques, c'est hyper nouveau en France, c'est vécu comme une violence pour certains, et ça se voit vu de l'hystérie du débat public que déclenche par exemple des mots comme racisme systémique. Dès qu'il y a un truc nouveau, quoi. Un truc nouveau tout court, exactement. Un truc nouveau qui nous fait nous remettre en question. Voilà. Et secondo, parce que notre podcast rejoint, qu'on le veuille ou non, la définition et l'ambition de la wokeness, de la wokeness, qui est celle d'être conscient des privilèges de chacun. Donc je pense que ça nous permettra de parler des limites de ce mouvement et de l'activisme concret qui peut aussi en découler, tu vois. Donc voilà, c'est tout un programme. Super. Aujourd'hui. Alors déjà pour commencer, chers camarades, penses-tu être woke? Alors d'abord, est-ce que tu peux me définir ce que veut dire woke? Et après je m'autoconsulte et je te dirai ma réponse. Très bien, très très bonne idée. Alors déjà littéralement en anglais ça veut dire être éveillé, tu vois, ou être aware en Jean-Claude Van Damme. Aware, tu vois. Et donc en fait en gros être woke, c'est être conscient des injustices sociales autour de toi, en gros. Ok, bon alors à ce moment-là, je vais quand même me dire que oui, c'est mon ambition d'être woke. Voilà, bravo madame. J'espère que c'est votre ambition en écoutant Preach. Bravo madame, vous êtes une femme bien. Voilà, c'est censé être l'ambition de tout le monde, j'espère. Enfin, voilà, normalement. Donc tout d'abord, il faut vraiment savoir que l'expression être woke
a toujours été rattachée à l'expérience nord-américaine et au militantisme des droits civiques. Et c'est surtout grâce aux chanteurs noirs américains engagés que cette expression a trouvé une caisse de résonance. Donc là, Sarah, prends ma main. On va remonter aux années 30. Donc, encore la machine à remonter le temps. Faut que j'arrête avec ce truc, c'est horrible. Donc, boum, on arrive dans les années 30 et on tombe sur la légende du blues, Lead Belly, tu vois, qui est un des premiers chanteurs de blues et qui a une énorme influence sur la musique américaine tout court, en fait, tout court. Et qui chante le premier Stay Woke. Stay woke, c'est l'expression vraiment qui vient de l'argot afro-américain, l'idée de rester woke, rester éveillé, tu vois. Et il chante ça dans sa chanson de Scottsboro Boys. Alors, les Scottsboro Boys, c'est un groupe de 10 adolescents de 13 à 19 ans, de noirs évidemment, qui ont été accusés d'avoir violé 2 femmes blanches. Exactement, et ça a été un procès extrêmement médiatisé dans les années 30 et tout, parce que la plupart des accusés ont été condamnés à mort de manière extrêmement expéditive, et il restait que quelques accusés qui pendant des décennies ont été qui étaient en prison, qui ont mis des années à sortir de prison, et qui ont été blanchis littéralement des années après leur mort. C'est en 2013 qu'ils ont été complètement blanchis. Donc ils avaient rien fait. Non, ils avaient rien fait. Non, oh là là là. Ils avaient rien fait, mais c'était le système, c'est comme ça que ça se marche, c'est comme ça que ça marchait dans les années 30. Et Lead Belly dénonce ça, et il conjure les personnes qui l'écoutent de rester woke, de pas tomber dans ce piège-là. Donc tu vois déjà l'idée politique de rester woke, tu vois ce que je veux dire, de voir comment les systèmes marchent contre les minorités. On le sent déjà dans l'utilisation de Stay Woke par Lead Belly. Maintenant, reprends ma main, ça. Je reprends ta main. Reprends ma main. Là, on débarque 8 décennies plus tard, en 2008. Et là, on tombe sur la reine de la néo-soul, Erykah Badu. Si vous ne connaissez pas, je vous la conseille. C'est ma queen, je l'adore. Vraiment. Et Erykah Badu, c'est elle qui va remettre au goût du jour cette expression. Stay woke, être woke, avec sa chanson Master Teacher. Et c'est à partir de là que beaucoup sur Twitter vont s'emparer de cette expression politique pour dénoncer des injustices, pas seulement liées aux Noirs, mais à toutes les injustices, tu vois. Okay. Et moi, c'est important de dire ça parce que ça montre à quel point les artistes nord-américains, la musique nord-américaine a été vraiment une caisse de résonance pour les luttes civiques et tout, il faut toujours le rappeler. Et le fait que ça vienne de l'argot afro-américain et que ça finit par englober toutes les injustices américaines, ça a été considéré comme un problème pour pas mal de Nord-Américains parce qu'ils l'ont vécu comme une appropriation culturelle de ce mot-là, parce que maintenant c'est une utilisation hyper large. Ils considèrent qu'elle a été whitewashée parce que le combat antiraciste, tu vois, c'est un point de vue, moi je suis pas forcément d'accord, mais voilà, c'est un point de vue aussi du point de vue. Voilà. Donc voilà. Ok, et donc est-ce que tu peux concrètement me définir un peu plus la wokeness? Alors désolé pour tous les anglicismes, mais ouais, on sait que c'est barbare. Là, on est pédagogique aujourd'hui, tu vois. On explique l'anglicisme. Alors meuf, la wokeness, c'est d'être constamment en alerte vis-à-vis des injustices et des biais discriminants comme la race ou le genre, tu vois. Et l'idée, c'est d'être en alerte partout et tout le temps. Quand tu regardes un film, quand tu vas à une expo, quand tu vas à l'école, quand tu es face à la police, c'est vraiment un état de conscience sociale et politique permanent qui te permet de voir le monde avec une grille de lecture déconstruisant. Putain, elle est longue cette phrase, désolée. Elle est belle. Merci. Une grille de lecture qui déconstruit les divers systèmes discriminants. Est-ce que tu vois l'idée en gros? Je vois. En fait, ça me fait penser à ce que t'as dit en intro. Tu sais, quand t'expliquais que ça a hystérisé le débat public. Ouais. Quand on parle de sujets comme le racisme systémique, le patriarcat, genre, l'islamophobie d'État. Très qu'on en parle, ça très actuel, ouais. Oui. Donc, en fait, quand on parle de systèmes qui dépassent les individus. Et j'ai remarqué qu'on traitait souvent les gens qui essaient d'aborder ces sujets de naïfs, de parano. Absolument. C'est ceux à qui on répond, tu sais, vous voyez le mal partout. Oh là là. Tu vois, quand ces gens essaient d'expliquer... Oh, mais ça va. Ouais, ça va, calmez-vous. Enfin, oh là là, il dit souvent ça, c'est trop vrai, non? Ouais, c'est exactement ça. Et il dit souvent ça aux gens qui essaient d'expliquer les biais et réflexes racistes, sexistes, homophobes qu'une institution peut avoir, comme la police, les médias ou l'école. Et c'est souvent ça qu'on dit des personnes qui se disent woke. Tu vois. Donc, et d'ailleurs, ça rappelle fortement des mécanismes de défense de la droite ou de l'extrême droite qui balancent souvent pour contrecarrer, tu sais, les discours progressistes, des expressions comme bien pensant ou politiquement correct. Hein, ça te dit quelque chose, Sarah? Ouais. Voilà, pour décrédibiliser ces discours, tu vois. Mais par contre, eux, quand ils dénoncent des choses qui font pas forcément sens pour les gens, pour d'autres personnes, hein, tu vois, ils dénoncent des choses comme vous voyez bien que dans les quartiers, il y a ci, il y a ça. Eux, pour eux,
C'est normal, ça c'est la réalité, ils font preuve de pragmatisme, tu vois. Eux, ils sont pas dans une forme de délire, eux, c'est vrai. Eux, c'est le concret, tu vois. Je voulais juste adresser ce message aux gens, aux personnes qui se reconnaissent dans cette opposition, donc parce que je trouve qu'elle est inégale. Je trouve que des fois, elle est vraiment gratuite. Oui, voilà. Je vois tout à fait, même, encore une fois, très actuel, mais ceux qui dénoncent l'islamophobie, pardon. Il est dur ce mot. En disant, il est dur. En traitant les gens d'islamo-gauchistes. Et pour peu qu'on soit une islamo-gauchiste féministe, alors là c'est une insulte suprême, quoi. Ils vont s'évanouir. Non, mais exactement. Mais après, là où l'opposition au mouvement woke est un peu différente, tu vois, c'est que l'opposition vient aussi du camp progressiste et de gauche. Tu vois, c'est par exemple ce qu'on voit dans la rupture violente qu'on peut observer à gauche entre des groupes militants dits décoloniaux comme les indigènes de la République et une gauche classique qui a l'air d'être restée autant plus binaire que de SOS racisme, de touche pas mon pote et compagnie, tu vois. Et c'est cette même gauche qui avait fustigé sous Hollande le camp d'été décolonial réservé aux racisés, tu vois. Des choses qui font sens pour une génération ne le font pas du tout pour une autre. Donc je trouve que oui, il y a un schisme générationnel, il y a un schisme idéologique. Ouais, donc en fait, ce qui les dérange, c'est pas tellement une histoire d'individus méchants ou gentils, mais vraiment la dénonciation d'un système dans lequel on a tous un rôle, quoi. Exactement. Donc, comme tu le vois, le mouvement woke n'est pas très populaire, d'accord ? Il est moqué, très souvent, il est violemment critiqué par divers bords politiques, et il est souvent présenté comme une importation des campus américains en France. Ça te dit quelque chose, ça aussi ? Ça, on l'entend beaucoup. Et c'est vraiment hallucinant, quand même, je tiens à le dire, de voir comment la question du racisme était traitée sur les chaînes d'infos en continu, par exemple, pendant les manifs qui ont suivi la mort de George Floyd. Je sais pas qu'est-ce qui m'a pris d'allumer ma télé, de regarder BFM TV et CNews. Oula. Je me suis fait du mal tout seul. Mais c'était c'est inquiétant même. Oui. Mais on voyait que les personnes qui défendaient l'idée de problème systémique étaient ostracisées, marginalisées, mais par contre, d'autres personnes ont flairé la bonne affaire vis-à-vis de ce mouvement. Comme qui ? Les entreprises. Les entreprises, surtout celles qui draguent les millennials. Ah oui, en fait, effectivement, ça fait tout à fait sens. Quand on regardait, tu sais, les manifs Black Lives Matter, même en France, c'était toujours les jeunes dans les cortèges. Mais alors, est-ce que tu peux définir ce que sont les millennials ? Ah oui, bien sûr. Alors, très précisément, ce sont les gens nés entre 1984 et 1996. C'est la génération post-guerre froide qui n'a pas vécu dans un monde sans sida, qui est sensible aux problèmes écologiques, qui a vu l'arrivée d'Internet, des réseaux sociaux, qui regarde des KD2A, qui regarde des Cœurs Océan. Donc voilà. Ouais, non, c'est toi. Non, je rigole. En fait, je regardais Oui, tu regardais. T'as voulu me clasher, mais tu sais que tu regardais. Je vais la clasher, mais en fait, je regardais Cœurs Océan et même, attention, je regardais Foudre. Foudre, faut le vouloir. C'est-à-dire que c'est un choix. C'est même pas que tu tombais dessus, tu regardais. Non, et en plus, il y avait une nouvelle saison chaque été. Et c'était intentionnel, quoi. Je me levais le matin pour regarder ça. Je me rappelle très bien. Donc t'as aucune excuse. Ce que sont devenus les acteurs, d'ailleurs, si vous nous entendez. Et ceux qui nous écoutent aussi. Et écrivez-nous un mail pour nous donner un peu des news. Mais oui, bon, on est fans, on assume. On a tous des passés sombres, hein, voilà. Fan. Mais oui, les entreprises, meufs, qui voient que beaucoup de jeunes sont portés sur les questions de justice sociale et qui les draguent en faisant des campagnes woke. Hein, en prenant par exemple en égérie des personnalités engagées, comme on a vu Nike le faire avec Colin Kaepernick, tu sais, c'est ce joueur de football américain qui avait pour habitude de s'agenouiller pendant l'hymne national pour protester contre le traitement des Nord-Américains et surtout pour mettre en lumière le problème des violences policières. Donc voilà, et beaucoup d'entreprises ciblent précisément cette génération qui est connectée, qui est woke pour faire du profit. Et ça, c'est ce qu'on appelle le woke capitalisme, le capitalisme woke. D'accord. Tu vois. Et c'est aussi quand tu vois des grandes marques de luxe qui d'un coup mettent plein de mannequins noirs dans leur campagne pub pour attirer des consommateurs noirs et pour être un exemple de diversité, sachant que la question de la représentation est prévalente dans le milieu de la mode. Tu vois, c'est censé donner une bonne image de faire ça. Le problème, c'est quand on creuse et qu'on voit qu'au poste de pouvoir dans ces entreprises, il n'y a pas beaucoup de diversité. Ouais, mais ça me fait beaucoup penser à la notion de tokenisme. Mais alors, ça, on en fera un autre podcast. C'est trop ça. Le tokenisme, c'est quand... en fait, c'est un peu ça vient du mot jeton en anglais. Oui. Où t'es le jeton noir, le jeton arabe, le jeton... T'es des figurines qu'on pose là, en fait. c'est la caution minorité d'une entreprise, d'une marque, d'une image. Mais on en parlera c'est un super sujet, un jour. Oui, absolument. Et... il faut aussi dire en plus que c'est parfois fatigant d'être woke. Ça. C'est parfois fatigant en fait. C'est ce que je me disais cet été pendant lequel mes réseaux sociaux étaient saturés, inondés
d'images choquantes de personnes noires brutalisées, comme l'assassinat de George Floyd, par exemple. Tu es confronté à des discours intolérants, tu te démènes à liker, à commenter, à reposter ou à faire des stories, parce que tu as besoin d'extérioriser, tu as besoin d'échanger avec des personnes qui te ressemblent. Parfois, tu te sens limite obligé d'expliquer à des personnes qui sont complètement insensibles à des problématiques comme le racisme, quel impact il a réellement. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle la charge raciale, dont on parlera sûrement très prochainement. Et c'est vraiment angoissant et anxiogène. Et je pense qu'il y a un coup mental à être woke. Ouais, bien sûr, un énorme coup mental. Et c'est aussi un coup politique parce que je me souviens d'une déclaration d'Obama qui se disait en défaveur du mouvement woke parce qu'il le trouvait sectaire. Alors encore une fois, c'est un point de vue. Oui, pas forcément le nôtre, mais... Et c'est vrai que quand t'es sectaire, guillemets... Oui, gros guillemets. Voilà, des guillemets, c'est dur de faire de la politique parce que t'es pas dans le compromis, en fait, pour lui. C'est pas du militantisme parce qu'il ne trouve pas les gens de... Enfin, il trouve que les gens de ce mouvement campent sur leur position, restent en cercle fermé, n'essaient pas de convaincre l'autre. Donc, enfin... Je dis pas que je suis d'accord ou pas, mais je trouve cette déclaration intéressante parce qu'elle illustre encore une fois cette cassure, quoi, ce schisme qu'il y a dans les camps progressistes. Absolument. Et elle dit vraiment quelque chose aussi sur la polarisation du débat. Absolument. Et en même temps, je peux voir aussi des bénéfices, des bénéfices, d'accord, des bénéfices à cette posture. D'un côté, ça peut être épuisant et anxiogène mentalement, mais je trouve aussi d'un autre côté que la force de cette grille de lecture du monde et des systèmes, c'est qu'elle arrive à expliquer les micro-agressions. Elle arrive à révéler comment un État, se présentant dans ses textes comme égalitaire, peut produire aussi de la discrimination. Ça permet d'expliquer une discrimination qui est implicite, qui n'est pas visible, tu vois. Donc c'est rassurant et on se dit qu'on n'est pas fou, tu vois, voilà. Et politiquement, cette posture est peut-être sectaire, mais elle instaure aussi un vrai rapport de force avec les partis politiques établis, tu vois. Et on voit ça notamment aux États-Unis avec la partie socialiste du Parti démocrate. Je sais pas si tu es au courant de cette génération qui est en train d'émerger aux États-Unis du côté démocrate. C'est les Stacey Abrams, les Alexandra Ocasio-Cortez. Si vous ne les connaissez pas, vous verrez que Alexandra... Ah oui, vous avez beaucoup entendu parler d'elle. C'est une génération souvent de personnes issues des minorités, tu vois, qui sont en train de prendre position dans les postes de pouvoir et tout. Et cette partie-là, cette partie très à gauche, socialiste du Parti démocrate, est en train de tirer vers la gauche ce parti qui est en plus de plus en plus vu comme obsolète par son propre électorat. Donc en fait, après, c'est le système bipartisan, le système politique même américain qui est vu comme dépassé, tu vois. Mais avec l'arrivée de ces jeunes activistes, le Parti démocrate est en train de changer de visage, tu vois. Et voilà. C'est une très bonne chose. Très bonne chose, big up à eux. Voilà, on verra ce que ça donnera en France dans sûrement 50 ans, mais on verra ce que ça donne. Mais tout ça montre à quel point quand même la culture et le mouvement woke est complexe dans sa pratique, dans son action, dans sa critique. Tu vois, tout à l'heure tu parlais de polarisation du débat public, d'hystérisation, et ça tombe bien parce que tu vas nous parler maintenant d'un processus polémique lié au mouvement woke qui est la cancel culture. Voilà, on va rester dans ce thème-là. Donc c'est parti. Alors Sarah, peux-tu nous définir ce mot ? Avec plaisir, ma chère amie. Ma chère camarade. Alors la cancel culture, qui est aussi appelée call-out culture, donc maintenant on va la faire en français, c'est la culture de l'annulation ou de la dénonciation. Donc c'est le fait de dénoncer un comportement ou une attitude problématique d'une personne et de la bannir des médias ou de la sphère dans laquelle cette personne évolue. On pourrait aussi parler tout simplement de boycott. C'est un phénomène qui est d'abord apparu aux États-Unis et puis qui est arrivé petit à petit en Europe. Donc pour te donner des exemples. des exemples. Je sentais qu'il y avait besoin d'exemples. Celui peut-être un des plus anciens mais qui est très récent, c'est Kevin Spacey. Bon, après là ça dépasse. C'était chaud, ça. Il y a quand même une vraie histoire de pédophilie derrière. Sombre, de criminalité quand même là. Ouais. Donc voilà où le mec était acteur et du jour au lendemain il s'est retrouvé banni Le mec était acteur, c'est-à-dire qu'il est mort là. Il est vraiment... il est mort du milieu quoi. Ouais. Ou pour ceux qui ont écouté notre superbe épisode de Preach, quand je parlais de Rihanna et son défilé Fenty, où après il y a eu un appel notamment avec des hashtags Rihanna is cancelled, pour l'annuler. Rihanna en fait, est annulée. Voilà, c'est ça, l'annuler de la sphère. Et très récemment, en ce moment même, il y a aussi toute une polémique qui surgit avec Johnny Depp et Warner Bros, puisqu'il s'est fait il s'est fait éjecter de la franchise des Animaux Fantastiques à cause de sa situation avec Amber Heard, qui est une actrice, bref, où ils ont une espèce de relation très toxique, où ils sont en plein démêlés avec la justice, personne ne sait exactement ce qui se passe, mais donc, Warner Bros a décidé de l'éjecter du film.
Et donc, en fait, cette cancel culture, elle peut concerner évidemment des personnes, mais elle concerne aussi des œuvres et des œuvres patrimoniales. Et je pensais, par exemple, à... alors, le roman d'Agatha Christie, en français, Les 10 petits nègres, qui maintenant a été rebaptisé Ils étaient 10. On en reparlera un peu plus tard, mais... C'est ce titre, quoi. Et donc, il était sorti en 39. En anglais, c'était Ten Little Niggers. Et une année après, l'autrice elle-même avait décidé de le rebaptiser, donc en 40, Then There Were None. Parce qu'elle s'était rendue compte que c'était un peu problématique. La meuf était woke, elle était éveillée en 40 quand même. C'est quoi votre excuse? Ouais, c'est un truc de fou, non mais Agatha Christie, donc j'adore cette meuf. Ok, bah écoute, c'est sûrement plus clair pour ceux qui nous écoutent, donc merci beaucoup. Et est-ce que tu as relevé des points positifs à cette culture, à cette culture? Ouais. La cancel culture, c'est quand même... moi, je trouve qu'il y a des penchants très bénéfiques, puisque c'est une vraie prise de position politique et engagée de la part des marques, des chaînes, des labels, même des individus, quoi, de notre entourage ou médiatisés. Et souvent, c'est une radicalité qui est nécessaire et bienvenue. Quand il s'agit de l'affaire Weinstein, par exemple, on est très contente et content qu'il soit annulé. On est tous contents. Tout le monde est content. Parce que voilà, une personne aussi néfaste à la société, c'est très bien que du jour au lendemain, il n'ait aucune marge d'action, quoi. Absolument. Aussi, c'est assez intéressant parce que ça crée une scène médiatique moins polluée par des personnes ou des propos malsains. Donc enfin, on a accès à des environnements plus safe, c'est-à-dire plus sécurisants, où la parole est libérée, où on peut plus facilement s'exprimer entre personnes, quoi. Aussi, voilà, ça fait des œuvres non parasitées par des polémiques concernant l'auteur qui auraient rien à voir et qui créeraient du débat autour de choses qui concernent pas grand chose d'intéressant. Et enfin, la cancel culture, je trouve que ça représente, ça symbolise un vrai appel à la justice quand il y en a une cancel culture qui est lancée ou un appel à annuler quelqu'un. C'est quand même un cri dirigé au gouvernement, à la police, même aux grands patrons des chaînes, etc., pour qu'en fait ils fassent tout simplement leur travail. Et aux personnes dans les sphères de pouvoir. C'est ça, ouais, et que la justice soit rendue. L'exemple suprême, c'est Polanski. Et les Césars, oui. Donc voilà, Polanski qui est quand même qui fait des films, qui est nommé au César, alors que pour situer, le gars est en fuite, il se cache en France parce que s'il retourne aux États-Unis, il va en prison, puisqu'il a aussi des affaires de pédophilie quand même. Et donc quand on voit que ce mec fait un film et qu'il est nommé au César, et que là, il y a des féministes qui se liguent contre lui et qui appellent pour l'annuler, là c'est vraiment un appel à la justice pour que enfin ce mec soit jugé et qu'il aille en prison. Un appel concret à la justice, vraiment, en faisant appel à l'institution judiciaire pour que ce monsieur soit porté devant les tribunaux. Exactement. Vraiment. Et donc enfin, pour une fois, cette institution historique qui est les Césars a été déstabilisée. Le conseil a été comment on dit dissous, ouais, c'est ça, pour être renouvelé. Bon, après c'est encore en discussion parce qu'il est encore membre historique ou je sais pas quoi. Donc, non, mais oui, ils ont asséné encore une fois son appartenance à cette institution, au cinéma français. C'est vraiment, ils veulent pas lâcher. Je sais pas ce qu'ils doivent à Polanski, mais waouh! Je te jure, une sombre affaire de. Il leur a filé un rein, je sais pas. Donc très bien. C'est quoi pour toi les points négatifs de la cancel culture? Parce qu'il y en a aussi. Hein, bien sûr. En fait, la cancel culture, c'est vraiment aussi à remettre en question, à prendre avec plein de pincettes. Parce que l'essor de ce phénomène, c'est à mettre en total parallèle avec l'essor des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook, enfin voilà, vous savez ce que c'est, quoi. Et quand il y a un comportement problématique qui est appelé à être annulé, c'est des nouvelles qui sont relayées extrêmement vite, sans avoir pu être vérifiées les 3/4 du temps. Donc les contextes sont quasiment toujours absents, il y a une impossibilité de maîtriser les discours et de les analyses qui vont avec, et les conclusions qui sont déjà très hâtives avec ce phénomène sont renforcées par la propagation rapide. Et en fait, il faut vraiment se rappeler que les réseaux sociaux ne peuvent pas et ne doivent pas remplacer la justice, puisqu'il y a quand même la présomption d'innocence qui est un principe fondamental sain, quoi. Et en plus de ça, en fait, quand on cancel un individu, quand on l'annule, faut quand même réfléchir aux conséquences qu'il y a derrière, parce que ça peut avoir un impact énorme sur la carrière, la vie, que ce soit personnelle ou professionnelle, d'une personne. Voilà, donc faire un peu attention avant de relayer les informations. Bien sûr, il faut être responsable. Il faut être responsable. Et un des gros penchants, une des grosses dérives négatives, c'est le cyberharcèlement. Où là, mais alors combien de personnes, j'ai l'impression même quasiment toutes les personnes un peu médiatiques, notamment sur Instagram, ont vécu un moment ou un autre. Une cancellation et un cyberharcèlement, c'est-à-dire, alors que le cyberharcèlement, je le rappelle, c'est un délit et un crime. Oui, répète-le aussi, dis-le. Voilà. Haut et fort. C'est ça. Et il y a des énormes séquelles psychologiques et d'ailleurs parfois physiques derrière ces phénomènes, quoi. Donc voilà, attention à comment on annule quelqu'un,
si on annule juste en arrêtant de le suivre sur Instagram, il n'y a pas de souci. Après, l'annuler... de consommer ses produits. Voilà, c'est ça. Ce qu'il propose. Mais après, aller l'insulter sur les réseaux, aller harceler les gens, que ce soit en physique ou voilà, par message, etc. On fait pas, hein. C'est nul. On fait pas ça. Voilà. Donc en fait, si en annulant quelqu'un, on se montre plus débile que la personne, ça ne sert à rien. Absolument. Voilà, donc en fait... Non, mais je valide ce que tu dis, c'est super important de le dire parce que on est vraiment... Souvent, ce sont des personnes qui sont vraiment en tort et c'est prouvé que dans leurs propos, dans leurs actions, ils ont fait quelque chose de dommageable, mais c'est pas une raison pour aller les harceler. On rentre aussi dans le problème, là. Exactement, donc, ouais. Et en plus de ça, je trouve que la manière de cancel est souvent assez inégale. Faut toujours se demander à qui profite l'annulation de la personne. Est-ce qu'il y a des intérêts qui sont non légitimes par rapport au fait de la dénonciation? Je m'explique. Non, mais par exemple, il y a... je sais pas, Romeo Elvis qui a eu une affaire où il a agressé une femme. C'est un rappeur belge. Ouais, en Belgique. Ouais. Il leur aurait fait un attouchement. Voilà, ça a fait le buzz pendant une semaine et tout le monde l'a oublié. Je suis pas sûre que. J'ai pas trop d'exemples en tête, mais un autre artiste aurait fait ça. Ce serait peut-être moins bien passé. Ou encore une fois, par exemple, je pense à Éric Zemmour. Voilà, le mec est ouvertement raciste, antisémite. Il dit xénophobe, islamophobe, tout ce qu'on veut, quoi. tous les phobes. Donc dès qu'il sort un truc, on l'appelle à l'annulation et pourtant il est encore invité sur tous les plateaux télé, ses livres sont publiés parce que il ramène quand même de l'argent. Donc voilà, il y a aussi un truc un peu ambivalent et qui est tout à fait inégal. Absolument. Puis ensuite aussi se pose la question de est-il possible de uncancel quelqu'un, donc de le désannuler? On perd la tête, hein. On perd la tête. Ouais, et en fait ça nous demande vraiment où est le pardon. Où est le pardon, Kotou? J'ai l'impression qu'avant les réseaux sociaux, c'était possible de uncancel, d'annuler l'annulation de quelqu'un. Par exemple, ça me rappelle un peu ce que les Américains adorent, tu sais, c'est les grands comebacks, les grands retours d'artistes qui ont vécu des descentes en enfer pas possibles, comme par exemple, je sais pas moi, Britney Spears, voilà, des problèmes de drogue, des problèmes psychiatriques, et qui reviennent 5 ans plus tard, boum, bam, sur scène et tout. Tu vois, ce genre de retour, ce genre d'annulation de l'annulation, oui, ça a toujours existé, mais j'ai vraiment l'impression qu'avec les réseaux sociaux et leur portée, le fait que, je sais pas, le fait que tu sois limite marqué du sceau de la cancel culture, c'est dur pour toi de revenir et d'apprendre de tes erreurs, tu vois. Et on part tout de suite du principe que je sais pas, ton retour est opportuniste, il est cynique, il est pas, tu vois ce que je veux dire, il est pas sincère. C'est douteux. Voilà, c'est douteux. Donc, ouais, c'est dur de uncancel. C'est ça. Mais alors, en fait, voilà, se pose vraiment la question de est-ce qu'on peut évoluer, est-ce qu'on peut changer? Voilà, personne n'est parfait, qu'on soit une star ou non. Des fois, on repense à certaines choses qu'on a dites, qu'on a faites avant et qu'on regrette, quoi. Donc il faut aussi apprendre à doser. Et pour reprendre d'ailleurs l'exemple de Romeo Elvis, en fait il s'est excusé auprès de cette femme après l'avoir agressée. Donc ensuite, est-ce qu'il méritait ou non ce scandale médiatique? Bon, c'est que des questions ouvertes. On vous laisse, laisse nous répondre, hein, aussi. Et donc en fait voilà, moi je veux dire qu'il y a un entre-deux à trouver. Il faut sortir de ce manichéisme, et puis l'individu aussi est différent de son comportement. Une parole déplacée a le droit d'être rectifiée. Un comportement ne représente pas forcément un individu dans sa globalité. Après, je ne dis pas, attention, je vais faire une clarification, je ne dis pas qu'il faut séparer l'homme de l'artiste. L'homme a commis des crimes, l'homme va en prison. Point. Faut payer. Non, voilà. Oui, faut après, payer. Si, après la prison, il a purgé sa peine et il décide de devenir artiste, bon, et qu'il y a des gens qui veulent toujours l'accompagner, c'est un autre débat. Libre à eux de le faire, tu vois. Mais bon. Voilà, il faut quand même, il y a un moment, la justice doit intervenir. Et il faut éviter les raccourcis trop réducteurs, trop hâtifs. Et en fait, ce que tu disais, pour revenir à la histoire de la charge, il faut aussi savoir se protéger, quoi. Et pas donner trop... De la charge raciale. Ouais, c'est ça. Et donc là, c'est aussi la charge de la cancel. Enfin, faut pas donner trop d'énergie à cancel quelqu'un ou à vouloir sortir de ces problématiques. Enfin, c'est aussi un truc qui prend beaucoup la tête et je pense qu'il est un peu malsain, donc faut prendre de la distance. Beaucoup d'énergie, quand même. Ouais, c'est ça. Et donc, en fait, moi, je pense que tout simplement, au lieu d'annuler, d'ailleurs, il faudrait plutôt prévenir et assumer. Et le meilleur exemple que j'ai trouvé pour ça, c'est le chef-d'œuvre cinématographique Autant n'emporte le vent. Qui est vraiment chef-d'œuvre. Qui est trop bien. Magnifique. Qui est sorti en 1939. Ouais. Et donc, 1939, c'est quand même une époque aux États-Unis où il y a beaucoup de racisme. C'était chaud. C'était chaud, quoi. C'était pas très fun à vivre quand t'étais noir. Et donc, évidemment, le film reflète aussi les mentalités de son temps. Et donc, il y a notamment le personnage de la domestique, qui est une femme noire, qui est vraiment... Enfin, voilà, quoi. C'est une femme noire en 39, avec tous les clichés qui vont derrière. Exactement. Et donc, il y a des cinémas qui... Il est souvent reprogrammé, parce que c'est quand même un très beau film. Et il y a des cinémas qui ont décidé d'annuler des projections, de le censurer. Et il faisait partie du catalogue HBO, qui l'a en fait retiré et l'a réintroduit quelques semaines après, avec une petite mention avant le film. La mention disait... Autant n'emporte le vent est le produit de son époque et dépeint des préjugés racistes qui étaient communs dans la société américaine.
Et alors ça, pour moi, c'est le comportement le plus intelligent. C'est génial. Interdire la diffusion d'un film, surtout aussi connu, ne le fera jamais disparaître. Mais l'idée, tu vois, de le reprogrammer... Même nous, on regarde mais oui, bien sûr, parce que c'est trop bien. Mais de recontextualiser le film et pointer et assumer les déviances dont il faisait preuve à l'époque, c'est une réaction qui est très mature. Où en fait, on est tout à fait conscient de ce qu'on regarde, et de pourquoi on le regarde, et de comment on le regarde. Donc bravo HBO. Bravo HBO. Et les 10 petits nègres, c'est pareil pour moi, Agatha Christie, gros big up, quoi. Enfin, un an après, elle s'est rendue compte un peu du caractère un peu problématique, malsain de son titre, et elle l'a changé, et il n'y a aucun souci à ça, donc je vois même pas pourquoi on fait des histoires en France 50 ans après, quoi. Voilà, bref, la question de la cancel culture, elle est quasi omniprésente, et elle va l'être de plus en plus, donc moi je pense qu'il faut vraiment... se mettre à la page. Ouais, se mettre à la page, prendre de la distance, et puis l'interroger... sans arrêt, quoi. C'est très complet, meuf. Merci beaucoup pour tous ces angles de réflexion. N'hésitez pas à nous dire aussi ce que vous pensez de la cancel culture. Ça nous intéresse beaucoup. Donc voilà. Bon, nous arrivons à la fin de notre deuxième épisode. Non, de troisième. Mais je sais pas si je me trompe. Ouais. C'est pas possible. Notre troisième, puisque je me rends pas compte. Ouais. Le temps passe vite. Le temps passe vite avec vous. Oui. D'ailleurs, on a encore duré encore plus longtemps. Oui, désolé, on vient juste de voir. Excusez-nous, on vous lâche. Mais attendez, avant de vous lâcher. Vous savez déjà ce qui se passe. Vous savez, et je sais que vous savez qu'on sait tous. Ils savent qu'on sait. Parce qu'on se sait. Qui sait? Où sommes-nous? Okay. Vous savez déjà ce qui arrive. C'est l'heure de jeter dans l'univers nos vœux pour qu'ils se réalisent. C'est donc l'heure de la communion. Yes. Vas-y, dis-nous. Alors moi, je souhaite de tout cœur que les 2 tomates vertes qui sont sur mon petit balcon mûrissent, parce qu'on est en novembre et j'attends une récolte. Une récolte. Et puis de l'agriculture sur son balcon, elle. Ouais. Entre les 2 moutons qu'il y a, tu vois. Moi, meuf, c'est un vrai souci. C'est vraiment... J'aimerais que la boulangerie en bas de chez moi recommence à vendre des chouquettes. Et vraiment, je sais que vous allez vous moquer de moi, mais c'est un vrai problème. Ouais, on va se moquer, ouais. C'était un vrai rendez-vous culinaire pour moi. Et maintenant, j'ai dû me reporter sur les mini-viennoiseries. Et ça ne me contente pas. Donc vraiment, je jette dans l'univers cette prière que la boulangerie en bas de chez moi recommence à vendre des chouquettes. Ok, on entend la prière, on espère qu'elle sera exaucée. Merci pour la force. J'imagine que la boulangerie écoute le podcast. Tout à fait, mais tout le monde nous écoute. Bien sûr, tout le monde nous écoute. Alors moi, j'ai un deuxième vœu qui en fait contredit un peu celui des tomates, parce que j'ai envie qu'il fasse un peu chaud pour que les tomates mûrissent. Mais mon vœu, c'est aussi que la saison de la raclette commence. Non, amène à ça, parce que ça nous manque beaucoup. Voilà, et là, il fait encore un peu trop chaud pour la raclette quand même. Oui, il faut attendre un peu, faut que ce soit le froid glacial qu'on a envie de rester à la maison, et donc voilà. Absolument, je valide totalement ce vœu. Merci. Moi, j'aimerais que la gigantesque araignée dans ma salle de bain disparaisse toute seule, parce que je te jure, j'ai pas la force. Ah, mais jamais, mais moi, je peux pas t'aider là-dessus. Merci. C'est ça l'amitié. Donc merci beaucoup, voilà. On attend cette bénédiction. Ouais, on attend les bonnes vibes. Bon, écoutez, merci beaucoup la famille. Merci d'avoir écouté Preach jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous faire des retours comme d'habitude. On est trop contents de vous lire. Sur Insta, sur les réseaux, enfin voilà sur quoi. Insta surtout. Sur Insta, ouais. Et donc voilà, n'hésitez pas à partager ce podcast. Et puis à la prochaine, on sait pas trop quand. On va tout faire. En fait, on va tout faire pour retrouver le rythme d'un podcast toutes les 2 semaines. C'est juste que voilà, comme ce monde, voilà, est en perpétuel mouvement. Voilà, vous voyez ce qu'on veut dire. Mais voilà, en attendant, prenez soin de vous, prenez soin des autres et surtout à très bientôt. Gros bisous. À plus.